Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Dans Diaspora, on reçoit aujourd'hui Felwine Sarr. Felwine Sarr, c'est un des écrivains les plus brillants de la nouvelle génération d'écrivains africains. Il est sénégalais, c'est donc une émission spéciale Sénégal. Il est économiste, il est musicien, professeur pendant 13 ans à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a été nommé récemment à Duke University, donc aux États-Unis, mais on a la chance de l'avoir avec nous. Bonjour Felwine, merci d'avoir accepté Bonjour François, l'invitation. et merci pour l'invitation. Et tu enseignes à Duke University la philosophie africaine et diasporique. On se jette sur le mot diasporique. Tu peux nous donner ta définition de la diaspora? En fait, la définition de la diaspora, c'est vraiment l'Afrique hors continent et toute la démultiplication et la projection du signe africain dans des territoires autres que le continent et la réinvention de l'Afrique dans des lieux, dans des ailleurs. Donc du coup, ce qui m'intéresse dans ce cours, c'est d'enseigner le corpus des philosophes africains actuels, Ebussi Boulaga, Achille Mbembe, Souleymane Bachir Diagne, Yala Kisukidi, qui est de la diaspora, et les écritures afro-diasporiques que l'on trouve beaucoup en France, en Europe, mais dans les territoires anglophones aussi, et lusophones. Et donc tes étudiants, ce sont des étudiants majoritairement africains-américains? Africains-américains, américains tout court, tunisiens, colombiens. En fait, ces universités américaines, il y a beaucoup d'étudiants internationaux et qui choisissent des sujets qui les intéressent et qui s'inscrivent au cours. Tu as déjà une œuvre extrêmement dense, Afrotopia. Je cite ton dernier ouvrage, Traces, discours aux nations africaines. C'est chez Non, Actes c'est Sud. l'avant-dernier. L'avant-dernier. Le dernier, c'est... Les lieux qu'habitent mes rêves. C'est un roman. Alors là, on va aussi en parler. Mais on a une petite surprise tout à l'heure sur Traces, que c'est un ouvrage qui nous a beaucoup intéressé. Il a été lu, on le sait, à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux nous dire ce que ta mission de 2018, ce qu'elle a entraîné, c'est-à-dire ce mouvement de restitution des œuvres? C'est le président Macron qui t'avait confié cette mission. Qu'est-ce que ça a eu comme rôle et l'importance de cette mission? En fait, en 2018, le président français nous demande à Bénédicte Savoie et à moi-même, une historienne de l'art française, de réfléchir à la restitution des œuvres africaines qui se trouvent dans les musées français. On fait ce travail. D'abord, le premier résultat pour moi, c'est que ça a ouvert le débat. Parce que c'était une question qui était là, sous-jacente. Les pays africains avaient demandé la restitution de leurs objets depuis très longtemps. La France refusait. Et là, du coup, ça réouvre la question et il y a un grand débat dans les milieux des musées d'abord. Et les musées dits ethnographiques se posent la question de savoir, la question de la légitimité de la présence des objets, de leur origine, de ce qu'on appelle la provenance. Et le débat s'est agité. Et là, il y a eu une première grande restitution de 26 trésors royaux d'Abomey, au Bénin. Une restitution au Sénégal, une restitution en cours en Côte d'Ivoire. Donc une sorte de mouvement qui est ouvert et un chemin qui est lancé. Et du coup, je pense que ça fait basculer la question et ça a ouvert un champ de réflexion sur l'histoire, l'héritage, la valeur du patrimoine, sur l'histoire coloniale, sur la réinvention du sens des objets, sur qu'est-ce que ça signifie pour les pays africains et les jeunesses africaines aujourd'hui de récupérer cette part de leur héritage ou l'inscrire, quel sens lui donner. Donc ça ouvre toute cette pluralité de dimensions là qui pour moi sont importantes, au-delà de la question de savoir quel nombre d'objets, où, quand et comment. Etc. Et alors, tu l'as dit, tu étais au Bénin pour la restitution de ces œuvres au royaume d'Abomey. Et on va entendre le président Macron précisément te rendre hommage avec Bénédicte Savoie, dont tu as parlé, qui était avec toi dans cette mission. En mars 2018, en présence du président Talon, j'ai confié à l'historienne Bénédicte Savoie et au professeur et écrivain Felwine Sarr cette mission. Cette difficile tâche de commencer à tracer un cadre intellectuel à ces restitutions. Merci à tous les deux de votre engagement formidable, de votre présence encore aujourd'hui et de la fidélité à ce travail, mais surtout de la percée, je crois pouvoir dire, que vous avez contribué à conduire en concertation profonde avec tous vos collègues, pas simplement français, mais européens, africains, internationaux. Votre rapport, remis en novembre 2018, a fait date. Il a dérangé certains, bousculé d'autres, car nous savons tous ici combien ce sujet est sensible, combien il est aussi historiquement clivant. Pourtant, ce dont il s'agit avec ce rapport
Et avec les restitutions que nous avons ensuite initiées, ce n'est en aucun cas de créer de nouvelles divisions, mais plutôt d'ouvrir de nouveaux horizons. Un horizon d'échange, de coopération, de partage. Et c'est bien dans cet esprit que nous avons conçu, avec nos partenaires béninois, que je remercie tout particulièrement, cette restitution ô combien emblématique, messieurs les ministres. Donc on entend le président Macron sur cette question. Tu as dit depuis d'autres restitutions, Sénégal et à venir également, hein, Ouais. c'est ça? Oui, les Côte d'Ivoire à venir. Côte d'Ivoire, c'est le projet, enfin c'est bientôt, c'est Ouais, pour ouais, bientôt, oui, c'est ça? Oui. On peut avoir une date? La date, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont en pleine discussion pour rendre le tambour d'ébrier, le tambour peu parleur à la communauté ébriée, qui a été réclamé par la Côte d'Ivoire, avec d'autres objets, bien sûr. Mais ce processus-là est enclenché. Et ils ont reçu aussi beaucoup de demandes, parce que ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'ils aient commencé à restituer, ça a créé un appel d'air. Les pays qui n'y croyaient plus, qui avaient renoncé à réclamer leurs objets, se sont mis à les réclamer aussi. Alors je disais, Felvin, en introduction, il y a un ouvrage qui nous a particulièrement intéressé, c'est ton discours aux nations africaines. Il a été lu à plusieurs reprises, notamment à Avignon. Mise en scène, jouée. C'est ça, et en Belgique également, je crois. Et à Montréal, il y a 2 jours. Oui. On va en écouter un passage. C'est Étienne Minougou qui le lit, et c'est magnifique, c'est un verbe magnifique. On va se faire ce petit plaisir. Vous avez dit développement? Oui, mais développement de quoi? De qui? Non, non, parlons de vie, d'intensité, de plénitude, de complexité, de beauté, de dignité du quotidien. Bien sûr, les arbres grandissent, les graines enfouies mûrissent, les peuples croissent, les groupes humains se déploient et se multiplient, les vies humaines s'épaississent. Mais les nations, elles ne se développent pas. Elles font l'expérience de leur histoire, de sa densité, de sa texture, de ses méandres. Elles existent et font trace. Le verbe de Felvin Sarr, qui est notre invité aujourd'hui, on va essayer de mieux te connaître. On va tout simplement aller chercher ton album photo. Tu es né au Sénégal, Oui. dans le Ciné Kaloum, il y a quelques années. Tu es tout jeune encore. Mais la première photo me dit que tu es un enfant aussi de la diaspora, parce qu'il y a beaucoup de neige quand même. Hein. On n'est pas dans le Ciné Kaloum, je crois. Absolument. Je suis né dans le Sine Saloum à Niodior. Ouais. Et à l'âge de 2 ans, mon père va faire une école d'officier à Strasbourg. Ouais. Donc il m'embarque, moi, là, et ma mère, et ma petite sœur, Seidi, est née à Strasbourg. Donc j'ai vécu les 5, entre 2 ans et 7 ans, j'ai vécu en France, à Strasbourg et à Versailles. Et là, voilà, c'est loin du Sine Saloum. Oui, la neige t'entoure, et il fait froid effectivement à Strasbourg. Qu'est-ce que Totalement. tu as comme souvenir d'enfance de cette période-là, Écoute, de ton arrivée en France, de ce choc? L'arrivée, je ne me rappelle pas parce que j'étais trop jeune, mais quand même, à partir de 3 ans, 4, 5 ans, je me rappelle, et j'ai des souvenirs très heureux, quoi. J'ai des souvenirs très heureux, et j'ai des souvenirs aussi un peu loufoques, parce que mon père, qui était très rigoureux, allait courir dans les Vosges le matin, et me mettait sur une petite bicyclette, et je devais le suivre, et j'avais 5, 6 ans, et lui, il courait, et moi, je le suivais dans le froid, quoi. Et j'ai démonté ma bicyclette, et je l'ai jetée. Et un voisin qui s'est cru gentil l'a remonté et l'a ramené, quoi. Donc c'était pour moi terrible. Cadeau empoisonné. Tu Ouais. dis ton papa rigoureux, il était militaire, je crois. Oui, il est militaire. donc rigoureux et militaire, Extrêmement c'est rigoureux. presque c'est un synonyme. Il avait participé, je crois, à l'opération en Gambie en 1980, c'est ça? Oui, en Gambie, au Rwanda, il était là lors du génocide des Hutus, au Liban aussi. Tu nous as proposé une autre photo de ton album, où, alors là, tu es là, retour au pays. Là, retour au pays, je suis à Niodior, dans les îles du Saloum, et tous les étés, on va cultiver les champs de la famille, quoi. Donc il y a mon grand-père qui avait ses champs, et mon père tenait à nous réancrer dans la culture sérère traditionnelle. On était des citadins, mais l'été, on voulait rester en ville, aller au cinéma, aller dans des booms. Lui, il nous ramenait au village. Et pendant 3 mois, on avait une vie du village, quoi. Le champ, la pêche, le sérère et la vie du village, quoi. Et j'ai vraiment de beaux souvenirs
de ce retour à la terre et à l'agriculture. Là, j'ai 15 ans ou 16 ans. Donc éducation terrienne, mais est-ce que déjà tu as le goût des lettres ou comment ça te J'ai le vient? goût des lettres depuis l'âge de 10 ans, 11, 12. Je lis, j'écris, je griffonne. Je rêve comme je rêve assez, je suis dans un ailleurs, quoi, déjà. Donc et ça te vient d'où, lui? Je sais même pas, en fait. J'ai tenté de refaire la généalogie dans un recueil de nouvelles, dans une nouvelle qui s'appelle Comme une mélodie. J'habite une ville qui s'appelle Tamba, dans le sud-est du Sénégal, et un jour, en allant à l'école, je regarde la ville, quoi, et je la trouve belle. Et je rentre chez moi, je commence à griffonner. Et je me rappelle, il y avait eu les massacres de Sabra et de Shatila, et ça m'avait touché. J'étais gamin à Palestine. Et j'écris là-dessus. Et je commence petit à petit à griffonner, puis à mettre mes états d'âme comme sur texte, quoi. Et l'activité, elle continue. Et je griffonne des premiers vers, je les montre à mon prof de français. Il m'encourage et il m'indique des lectures. Et, tu vois, il m'indique des textes à lire et de fil en aiguille. Voilà. Ça devient une pratique qui s'installe et un rapport au monde, quoi. Et tu te souviens de ces premiers textes qui te Je les ai proposent? retrouvés. Oui, il me propose Senghor, Césaire, mais il me propose aussi Aragon. Il me propose des poètes arabes, Al-Farazdak et Al-Jarir, des poètes anti-islamiques. Il me propose Neruda, il me propose un certain nombre. Il m'ouvre à des mondes incroyables, quoi. Il m'ouvre à des mondes mais totalement incroyables, quoi. Et il me propose des univers et des rapports au langage, quoi. Des rapports au langage. Et ces textes, tu les mets aussi en musique? Parce que tu es aussi musicien. Oui, en fait, j'écris des chansons. Je suis un songwriter, comme on le dit, depuis très longtemps, depuis que je suis ado. On va voir ça, on va avoir un témoignage Voilà, de ça. voilà, donc je commence depuis que je suis ado à jouer de la guitare. Et comme j'écrivais déjà, donc je me mets à écrire des chansons. Et quand j'arrive à la fac en 92, je crée un groupe de reggae. Et je deviens musicien de reggae, quoi. Je fais des albums, je fais des tournées pendant 12-13 ans. Et j'ai une vraie vie musicale, quoi. Plusieurs personnages en Felvin Sarr. Écoute, j'ai toujours cru qu'on pouvait déployer une multiplicité de choses en soi et qu'on n'avait pas forcément à choisir, quoi. Parce que le groupe social nous apprend à choisir. Il nous dit qui trop embrasse mal être, hein, il faut être assigné quelque part et y rester. Et j'ai jamais cru à cette histoire. J'ai toujours cru qu'on pouvait déployer une pluralité d'ailes. Bien évidemment, on est dans un univers fini. Nul n'est infini. Mais j'ai toujours cru qu'on pouvait poursuivre des passions et être fidèle à des passions sur la longue durée, quoi. La prochaine photo m'intrigue. Ah, là, j'étais en terminale première. C'est un truc qui s'appelle Génie en herbe. Génie en herbe, qui est une émission. Une émission de culture générale où on fait un concours national. Il y a un lycée qui gagne dans le pays et qui représente le pays au championnat du monde. Et mon lycée avait gagné le championnat du Sénégal. Ouais. On répondait à des questions d'histoire, de littérature. Et on avait représenté le Sénégal au championnat du monde. Et, donc là, on est où? Là, on est en Côte d'Ivoire cette année-là. Ouais. Donc là, on joue contre la Belgique. On est en demi-finale. Et mes copains Cyprien, Ibrahima, Bruno, que je revois encore aujourd'hui, tu vois. Ibrahima est aux États-Unis, Cyprien et Bruno sont au Sénégal. Et voilà quoi. Et puis on avait eu un parcours très honorable. Et j'étais sorti meilleur marqueur de la compétition. Le Sénégal avait perdu, on n'avait pas gagné la finale cette année-là, mais... Mais tu étais Ballon d'Or. Voilà, j'étais Ballon d'Or et voilà. On s'était bien comporté. Quoi. Bon, hommage au Ballon d'Or, voilà. Sadio Mané. Enfin, voilà. Du Ballon d'Or de cœur. Hein. C'était pas lui qui l'aura. Mais... on va passer à la rubrique solidaire, Felvin, avec ton accord. Cette rubrique solidaire où l'on met en avant les initiatives citoyennes en matière de solidarité, mais aussi tout simplement sociale de nos invités. Tu as choisi de mettre l'accent sur le musée Théodore Monod de l'IFAN. Et pour quelle raison? Alors, on imagine que... Parce que c'est un musée qui est cher à mon cœur et le conservateur, El Hadj Malick Ndiaye, je trouve qu'il fait un travail excellent. Il a hérité d'un musée ethnographique, on va dire, et il le réinvesti pour y rendre une vraie parole dynamique, contemporaine, et une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'il faut représenter dans le musée, qu'est-ce qu'il faut dire, quelle histoire y raconter, et comment décoloniser un musée ethnographique. Et je trouve qu'il a une vraie œuvre décoloniale de ce musée, et une œuvre de réinvention. Felvin, avec 2 heures de décalage sur Paris, je te propose d'être en direct avec El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour. Tu es le conservateur. Bonjour. Et tu es aussi, Malick,
non seulement le conservateur du musée Théodore Monod de l'IFAN, mais tu es aussi directeur artistique de la Biennale de Dakar. Et on te réinvitera aussi pour cela. Est-ce que tu peux nous parler un peu des projets actuels du musée? Je crois que tu m'as parlé un peu de cela. Un projet aussi avec Bénédicte Savoie qui a travaillé avec Felvin. Oui, merci beaucoup. Depuis quelque temps, le musée Théodore Monod travaille sur, comme l'a dit Felwine, le réinvestissement du passé et comment forger des archives pour le futur. Nous avons hérité d'un musée à caractère ethnographique et il s'agissait de voir ces milliers d'objets que nous avons et qu'on ne peut pas jeter. Tout simplement, qui sont des collections coloniales. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est la raison pour laquelle il y a pas mal de projets à caractère scientifique ou artistique dans lesquels le musée est investi. Et un de ces projets-là, on l'a forgé avec Bénédicte Savoie, avec Siraj Rassoul de l'Université du Cap, Dan X, le Petit River Museum, Albert Guafo du Cameroun. Et donc, nous avons ces 5 universités-là, et puis l'Université de Dakar, l'IFAN. Donc, nous avons, avec ces universités, forgé ce projet Reconnecting Objects. Comment on peut reconnecter les objets avec les sociétés qui les ont créés. Donc, pour voir comment on doit les réinvestir pour que ces objets aient du sens dans les sociétés contemporaines. Tu es dans ton bureau, mais on voit en même temps des images du musée Théodore Monod. Est-ce que tu peux également nous parler, parce que tu es aussi directeur artistique de la Biennale de Dakar, je crois qu'elle vient de commencer là. Oui, la Biennale vient d'ouvrir depuis le 19 mai et est un rendez-vous de l'art, un rendez-vous. Le monde se donne rendez-vous à Dakar. Donc, on a pas mal d'expositions. L'exposition principale, qui est l'exposition internationale, qui a invité 59 artistes et collectifs. L'exposition d'Okhontou, qui pour la première fois dans l'histoire de la Biennale depuis 1990, organise une scénographie urbaine, c'est-à-dire une exposition qui va se passer dehors, sur la corniche ouest, et qui va rencontrer la société. Nous avons les pavillons nationaux qui sont au Musée des civilisations noires et les 4 expositions des commissaires invités qui sont au musée Théodore Monod précisément. Et au musée Théodore Monod, dans le musée en tant que tel, là où on a les collections historiques, nous avons une exposition qui s'appelle Tekbot Gestugi, que j'organise directement avec une collègue de Nantes, Emmanuel Cherel, et qui invite à un dialogue entre ces collections historiques et les œuvres d'artistes contemporains. Malik Diaye, je crois que Felvin veut te poser une petite question. Oui, en fait, j'aimerais te demander, quel est le bilan que tu fais de l'appropriation, je dirais, populaire de la Biennale avec le projet du Dokhontou, donc cette circulation-là, cette expo en plein air faite, je pense, sur la corniche. Quels sont tes retours? Oui, des retours, moi, franchement, qui m'ont dépassé, qui m'ont assez surpris. Parce que au début, on voulait une exposition qui fasse que le visiteur ne soit plus obligé de pousser une porte pour visiter, pour voir une exposition, pour voir une œuvre. Et on voulait une exposition qui soit un espace de potentialité, un espace de rencontre, qui démocratise l'art et qui soit une scénographie urbaine. Je pensais de toute façon que l'exposition aurait un succès, c'est certain, parce que pour la première fois, on sort la Biennale. Mais l'engouement populaire, les performances que nous avons vues, l'appropriation de la population qui a fait de cette exposition son espace de prédilection, et les gens qui vont tous les soirs, parce que je me promène aussi le soir pour constater, qui vont tous les soirs se promener sur cette route serpentine, parce que le projet s'appelle Dokhontou, s'appelle Promenade en langue wolof, eh bien, c'est tout simplement phénoménal. Et c'est la raison pour laquelle moi je pense que en tant qu'acteurs culturels, ce que nous devons faire, c'est d'être dans des zones d'expérimentation. Parce que si nous restons dans des espaces classiques, le musée, la galerie, avec les expositions déjà façonnées par des histoires culturelles et intellectuelles bien situées, nous ne sortirons jamais de notre confort et nous n'expérimenterons rien du tout. Et ça, c'est un exemple de la valeur de l'expérimentation dans le secteur artistique.
l'art pour tous et l'enjeu de la démocratisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elhadj Malick Ndiaye. Donc, je rappelle que tu es le conservateur du musée Théodore Monod d'art africain, également le directeur artistique de la Biennale. On aura l'occasion d'en reparler de cette Biennale de Dakar sur Télésud. Merci beaucoup. Je sais qu'on doit te laisser parce que Merci, tu François. as des interviews avec des chaînes allemandes qui sont très intéressées également par tous tes projets. Merci, à bientôt. Merci, Malick. Merci, Felwine. Merci, François. Yes, merci, Et Malick. bonjour au Sénégal. On était là en direct du Sénégal, de Dakar. Et on va terminer, Felwine, avec ton interview optimiste. Felwine, le lieu où tu aimes te ressourcer. C'est l'île dans laquelle je suis né, l'île de Niodior, qui est dans les îles du Saloum, et qui est un chapelet de 19 îles. Voilà, une très belle île, la plus grande des îles. Il y a de la mangrove, il y a de la brise, il y a de la mer, et je perçois là-bas à nouveau ce que j'appelle la vibration essentielle de mon être, quoi. Être chez soi, être dans un lieu où on ne conteste pas votre présence, dans un lieu où vous êtes reconnu, où vous sentez que vous êtes totalement connecté, quoi, avec l'histoire du lieu. Donc, voilà. Et je peux dire que le décor qui nous entoure, c'est aussi Niodior. On Incroyable. est entouré de Niodior. Incroyable. Ton mot préféré? J'aime bien le mot esprit, parce que je trouve que c'est un mot qui vole, en fait. Je trouve que c'est un mot qui est global. C'est pas l'intellect, l'esprit, c'est pas... Parce qu'il y a l'âme, il y a la perception, il y a ce qui ouvre à la perception de la totalité de l'univers. Je trouve que dans le mot esprit, il y a tout ça. Il y a aussi spiritualité qu'on peut tirer de là, il y a art qu'on peut tirer, il y a la créativité, et puis il y a le regard, quoi. Et puis il y a l'être dans le mot esprit. J'aime bien le mot esprit, et j'aime bien la manière dont il sonne aussi, quoi. L'odeur qui te rend heureux? Lorsqu'il pleut et que la terre est mouillée, quoi, et qu'on sent une odeur de pluie, mais de terre mouillée, lorsque la pluie vient adoucir la terre sèche et que quelque chose remonte, quoi. Et donc j'aime bien cette odeur de terre mouillée due à la pluie. Le livre que tu nous conseillerais? Vie secrète, Pascal Quignard, dans son grand projet qui s'appelle Le Dernier Royaume. Je pense que c'est le tome 8. Et c'est un texte absolument, je dirais, essentiel et fondamental. Ce qui te rend particulièrement heureux? La musique et la littérature. Et j'ai du mal à choisir entre les deux. C'est des moments, pour moi, des moments d'expérience profonde, de connexion avec soi et d'intégration de tout l'être, quoi. Donc, pour moi, écouter de la musique, c'est une expérience. Je n'arrive pas à le faire en faisant autre chose. Et aussi, me plonger dans un livre in angulo et être au fond de l'univers que déploie le texte que je suis en train de lire. Felwine, l'émission est passée très vite. Elle est déjà terminée. Et on te remercie, Felwine Sarr, d'avoir accepté notre invitation. On te remercie aussi à la fois pour ton œuvre, pour ce que tu fais en matière de restitution du patrimoine africain à sa terre d'origine. Et puis, il est de tradition que c'est toujours notre invité qui choisit le générique. Alors, le musicien Felwine Sarr, il a choisi quelle chanson pour finir? Oasis Diop, très grand musicien, et une chanson qui s'appelle Let It Go, une très très belle chanson, quoi, vraiment. Donc Let It Go, c'est Oasis Diop, ouais. Et Let It Be, c'est autre chose. C'est autre chose, ouais. C'est les Beatles, mais je pense que Let It Go, c'est au-dessus de Let It Be. Et ouais. On est d'accord, on ne va pas se fâcher avec les Beatles, mais on est d'accord. En tout cas, merci pour la belle invitation. Merci à toi. Et bravo pour le travail que tu fais. En tant qu'historien et le travail aussi que tu fais là. On remercie surtout l'équipe de Télésud, Marie, Delphine, Sabir, Lucie, André, toute l'équipe de Télésud. Et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Let It Go, Oasis Diop. À très bientôt. All came back.